Ce chapitre va être entièrement consacré à l'étude des espaces vectoriels qui sont dits de dimension finie. Donc la première chose qu'on va faire, c'est de définir ce qu'on appelle être de dimension finie, voir les premiers exemples, et on verra l'objectif du cours. Dans toute la suite du cours, on va appeler K soit le corps des nombres réels, soit le corps des nombres complexes, c'est-à-dire l'endroit où se trouvent les scalaires. Donc on va définir ce que c'est pour un espace vectoriel d'être de dimension finie. Donc on se donne un K espace vectoriel. On dit qu'il est de dimension finie lorsqu'il existe une famille génératrice finie de E. Donc une famille génératrice, je vous rappelle ce que c'est-à-dire lorsqu'il existe des vecteurs de E, je les ai appelés E1, EM, tel que E s'écrit comme l'espace vectoriel engendré par E1 jusqu'à EM. Si c'est pas le cas, c'est-à-dire si on ne peut pas trouver une famille de vecteurs qui vérifie ces propriétés-là, en nombre fini bien sûr, on dira que E est de dimension infinie. Alors je vous rappelle à toutes fins utiles, c'est une définition importante, que l'espace vectoriel engendré par le vecteur E1, E2, etc., EM, ça c'est par définition l'ensemble des combinaisons linéaires, de toutes les combinaisons linéaires possibles de ces vecteurs. Donc c'est l'ensemble des alpha 1, E1, plus etc., plus alpha M, EM, où les paramètres alpha 1, alpha M sont des paramètres qui sont dans K. Donc là, il faudra bien faire la différence entre les vecteurs, qui sont ici des éléments qui sont dans l'espace vectoriel E, et les scalaires qui, eux, sont complètement libres, puisqu'ils peuvent prendre n'importe quelle valeur dans K. Donc il faut bien que vous maîtrisiez cette définition d'espace vectoriel engendré. Je vais aussi vous répéter que maîtriser un ensemble, c'est être capable d'écrire ce que signifie qu'un vecteur est dans cet ensemble. Donc je vous rappelle également à toutes fins utiles que X appartient à l'espace vectoriel engendré par la famille de vecteurs E1, EM. Ça signifie donc qu'il existe, donc faites très attention à la façon dont vous quantifiez les choses. Il existe des scalaires alpha 1, alpha M appartenant à K, tel que X s'écrit comme combinaison linéaire de ces vecteurs pondérés par ces scalaires. Voilà la définition qu'on va manipuler dans la première partie du cours. Donc ça, il faut vraiment que vous fassiez les révisions nécessaires pour être parfaitement au point là-dessus. Maintenant qu'on vient de définir ce que c'est qu'un espace vectoriel de dimension finie, il faut qu'on précise ce que signifie qu'un espace vectoriel n'est pas de dimension finie. Donc on va tout de suite l'écrire et en faire une remarque. Lorsque E n'est pas de dimension finie, on dira alors qu'il est de dimension infinie. Donc on a deux possibilités pour un espace vectoriel. Soit il est engendré par un nombre fini de vecteurs, et dans ce cas-là, il est de dimension finie. Soit il n'est pas engendré par un nombre fini de vecteurs, et dans ce cas-là, il est dit de dimension infinie. Là, on va voir maintenant quelques exemples d'espaces vectoriels de dimension finie et de dimension infinie. Alors, on va voir un certain nombre d'exemples que je vais qualifier d'exemples fondamentaux, c'est-à-dire on va passer en revue quasiment tous les espaces vectoriels qu'on a vus dans le cours jusqu'à présent. Je vais commencer par le plus particulier, qui est simplement l'espace vectoriel qui est réduit au vecteur nul. Donc lui, par convention, il est de dimension finie. On ira même un petit peu plus loin dans la convention. C'est toujours une convention, cherchez pas à donner du sens à ce que je vais écrire, c'est une convention. Le singleton vecteur nul, c'est l'espace vectoriel qui est engendré par un ensemble qui ne possède pas d'éléments. Comme le vide contient un nombre fini d'éléments, on rentre bien dans le cadre de cette définition-là. Alors cette particularité, cette convention, vous verrez qu'elle prendra du sens quand on va définir ce qu'on appelle la dimension d'un espace vectoriel. Pour l'instant, on ne sait pas ce que c'est que la dimension, on sait simplement ce que ça signifie être de dimension finie. Donc là, il faut bien avoir conscience que j'ai défini être de dimension finie. La dimension d'un espace vectoriel, pour l'instant, on ne sait pas encore ce que c'est. Donc on va continuer dans les espaces vectoriels de référence. Bon, si je prends R vu comme R espace vectoriel, eh bien lui est de dimension finie. Puisque R, je peux dire que c'est l'ensemble des x fois 1, où le nombre x est un nombre réel quelconque. Donc si je fais jouer à 1 le rôle du vecteur et à x le rôle des scalaires, eh bien on voit que R, il s'écrit par exemple comme l'espace vectoriel engendré par 1. Donc il possède bien une famille génératrice finie, puisque cette famille génératrice, elle possède un seul vecteur. Alors vous notez qu'on peut faire exactement la même chose avec C vu comme C espace vectoriel. C, si les scalaires sont des nombres complexes, on peut dire que c'est Z multiplié par 1, où Z appartient à l'ensemble des nombres complexes. C'est donc l'espace vectoriel engendré par 1. Ici, Z joue le rôle, a priori, d'un nombre scalaire.
Si par contre on voit C comme un R espace vectoriel, dans ce cas-là la situation est un peu différente. On a vu que l'ensemble des nombres complexes, on peut l'écrire comme A multiplié par 1 plus B multiplié par I, c'est comme ça qu'ils sont définis, où A et B sont des nombres réels quelconques. Vous voyez que cette définition-là, avec les scalaires ici qui vivent totalement librement dans R, elle correspond exactement à la définition d'espace vectoriel engendré, puisque ceci, c'est l'espace vectoriel engendré par le nombre complexe 1 et le nombre complexe I. Donc ces trois espaces vectoriels sont bien de dimension finie, puisque là, on peut se ramener à une famille génératrice à un vecteur et deux vecteurs. Donc on est bien dans le cadre d'application de la définition. Donc ces trois-là sont de dimension finie. On continue par exemple avec l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égaux à n, qu'on avait noté kn de x. Alors on a vu que cet ensemble-là, puisqu'on prend les polynômes de degré inférieur ou égal à n, on pouvait l'écrire sous cette forme-là. C'est l'ensemble donc des polynômes de la forme a0 plus a1x plus etc. an x à la puissance n, où les coefficients ici a0, an sont des coefficients qui vivent dans K de façon complètement arbitraire. Donc si vous ajoutez ici le polynôme constant égal à 1, vous voyez que cet ensemble, on peut le décrire en disant que c'est l'espace vectoriel engendré par les polynômes 1x, x2, etc., xn. Donc je vous répète que pour obtenir une famille génératrice, il suffit d'écrire les éléments comme des combinaisons linéaires de vecteurs, avec a priori des scalaires qui vivent complètement librement dans l'ensemble des scalaires. Donc cet espace est bien de dimension finie, puisqu'il est engendré par un nombre fini de vecteurs. Donc Kn de x, l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à n, est bien de dimension finie. Par contre, K de x, lui, on le verra, c'est un petit exercice qu'on devra faire tout à l'heure, lui, on verra qu'il n'est pas de dimension finie. Et on verra comment procéder pour démontrer qu'un tel ensemble n'est pas de dimension finie. Alors continuons dans les exemples des espaces vectoriels qui, eux, sont de dimension finie. On va travailler avec les matrices. On va considérer l'ensemble des matrices à n lignes et p colonnes à coefficient dans K. Cet espace vectoriel, on peut le voir comme engendré par les matrices de ce qu'on avait appelé la base canonique de Mn de K, où I et J étaient respectivement, I ça varie sur les lignes, donc a priori c'est un nombre compris entre 1 et n, et J c'était un nombre qui est compris entre 1 et p. Donc là, on peut bien écrire n'importe quelle matrice de MNP de K, comme combinaison linéaire, donc avec I qui varie entre 1 et n et avec J qui varie entre 1 et p, comme combinaison linéaire de ces fameuses matrices EIJ, puisque quand on calcule cette somme-là, on place pour chaque couple IJ le coefficient AIJ exactement à sa place, c'est-à-dire à la IMJ et à la JM colonne. Donc là, on a bien une famille génératrice finie, puisque des couples IJ, j'en ai en nombre NP. Donc vous voyez que là, on a directement une famille génératrice finie. Donc on peut voir que la plupart des espaces vectoriels qu'on a rencontrés, on en connaît une famille génératrice, on verra finie ou non. Mais en tout cas, voilà les exemples usuels d'espaces vectoriels de dimension finie que l'on connaît. Terminons par l'un des plus importants en algèbre linéaire, l'ensemble Kn des n-uplets d'éléments qui sont formés avec des éléments de K. Cet espace vectoriel est très important. Quand K est égal à R, N est égal à 2 et N est égal à 3, c'est l'espace vectoriel ambiant dans lequel vous faites de la physique. Alors lui aussi est de dimension finie, puisque si vous prenez un n-uplet x1, xn, en utilisant les règles de calcul dans les espaces vectoriels, vous pouvez le décomposer en disant que c'est la somme pour i variant de 1 à n des xi ei, où le vecteur ei, c'est un vecteur qui a juste un 1 en ième position. Donc ça vous permet de placer chacune des coordonnées exactement à sa place. Donc là, le 1 ici, il est en ième position dans le n-uplet. Alors on vient de trouver une famille génératrice finie, puisque comme tout vecteur de Kn s'écrit comme combinaison linéaire des vecteurs ei, on peut donc déjà dire que Kn, c'est donc l'espace vectoriel engendré par les vecteurs E1, etc. jusqu'à En. On vient donc de trouver une famille génératrice finie de Kn. On a donc un espace vectoriel de dimension finie. Donc, si je regarde en particulier,
Le plan, il est de dimension finie, puisque c'est l'espace vectoriel engendré par le vecteur de coordonnées 1, 0 et par le vecteur de coordonnées 0, 1. Et l'espace dans lequel on vit, c'est aussi un espace vectoriel, puisque c'est l'espace vectoriel engendré par le vecteur 1, 0, 0, 0, 1, 0 et 0, 0, 1. Donc tous ces espaces vectoriels-là, ils possèdent une famille génératrice finie. Là, je peux me contenter de ces n vecteurs, là de ces 2 vecteurs, et ici de ces 3 vecteurs. Donc on voit qu'on a on a rencontré énormément d'espaces vectoriels de dimension finie depuis le début de l'année. Alors on va maintenant traiter quelques petits exercices, notamment pour démontrer, pour voir comment on procède, pour démontrer qu'un espace vectoriel n'est pas de dimension finie. Donc en guise de premier exercice, on va montrer que K de x est un espace vectoriel de dimension infinie. Je vois évidemment K de x comme un K espace vectoriel, et on essaiera de voir les conséquences du fait que K de x est un espace vectoriel de dimension infinie. On verra que ça va nous permettre d'obtenir plein d'autres espaces vectoriels de dimension infinie. Alors déjà, la tactique. La tactique, c'est déjà de regarder ce que c'est que par définition un espace vectoriel de dimension infinie. On a vu que E est de dimension infinie, si et seulement si, il n'est pas de dimension finie. Évidemment, dans cette définition, ce qui doit retenir votre attention, c'est le fameux n'est pas. Un espace vectoriel est de dimension infinie si il n'est pas de dimension finie. On sait bien que dans ce cas-là, la bonne démarche pour pouvoir démontrer qu'il est de dimension infinie, c'est de raisonner par l'absurde. On va supposer qu'il est de dimension finie, pour lequel là on a une définition, j'ai envie de dire quantitative, et on va essayer d'aboutir à une absurdité. Donc là, on est vraiment dans un cas d'école de raisonnement par l'absurde. Pour ce raisonnement par l'absurde, on va supposer qu'il existe une famille génératrice finie. Donc supposons qu'il existe des polynômes P1, etc. jusqu'à Pm, donc un nombre fini de polynômes, donc des polynômes de K de x, tel que l'espace K de x est égal à l'espace vectoriel engendré par les polynômes de P1 jusqu'à Pn. Et on va essayer de formaliser un raisonnement par l'absurde. Alors la contradiction va venir probablement d'un outil sur les polynômes. Or le principal outil sur les polynômes, le premier outil qu'on a défini lorsqu'on a travaillé avec les polynômes, c'est le degré. Alors quitte à permuter les vecteurs, je peux évidemment supposer que les polynômes sont de degrés échelonnés avec des inégalités larges, parce que là, il n'y a rien qui indique que les polynômes sont de degrés 2 à 2 distincts, pas du tout, mais par contre, comme les degrés des polynômes, ce sont des entiers naturels, eh bien je peux les échelonner de cette manière-là. Donc je vais supposer qu'ils sont dans l'ordre des degrés croissants. Si ce n'était pas le cas, il suffit de permuter, puisque l'espace vectoriel engendré par P1, P2, Pm, c'est le même que l'espace vectoriel engendré par la même famille génératrice en permutant les vecteurs. Donc ça raconte quoi? Que K de x, c'est l'espace vectoriel engendré par ces polynômes-là. Ça voudrait dire que n'importe quel polynôme de K de x, il s'écrit comme combinaison linéaire de ces polynômes. Mais si je note en particulier P, le degré du polynôme de plus haut degré, le degré du polynôme Pm. Qu'est-ce qu'on va récupérer? On va récupérer ici que les combinaisons linéaires de ces polynômes-là, ils ne peuvent pas avoir un degré qui est supérieur ou égal à P. Donc on peut en déduire que si P est une combinaison linéaire des polynômes de P1 jusqu'à Pm, alors comme le degré d'une somme est inférieur ou égal au maximum des degrés des polynômes considérés, on récupère donc que le degré de notre polynôme P, il est au maximum égal au degré du polynôme Pn, il est donc inférieur ou égal à P. Moralité, on arrive à une contradiction directe, puisque le polynôme xp plus 1 est évidemment un polynôme de K de x, mais xp plus 1 ne peut pas s'écrire comme combinaison linéaire des polynômes de P1 jusqu'à Pm, puisqu'au maximum, une combinaison linéaire de ces polynômes sera de degré P. Conclusion, on vient de supposer que notre K de x était un espace vectoriel de dimension finie, et on arrive à une contradiction. La contradiction, on la met en évidence ici, on vient de trouver un polynôme qui est dans K de x, et on vient de démontrer qu'il n'est pas dans K de x, ce qui est évidemment complètement contradictoire. On en déduit donc, par l'absurde, que K de x est de dimension infinie.
on va voir que cet exercice va avoir un certain nombre de conséquences. Il va nous permettre de démontrer que certains espaces vectoriels du cours sont de dimension infinie. Si effectivement, au lieu de travailler avec les polynômes, comme objet, on va dire abstrait, je vais considérer les fonctions polynomiales associées, c'est-à-dire je considère l'ensemble des fonctions polynomiales, c'est-à-dire l'ensemble des fonctions de la forme a0 plus a1x plus etc. apx à la puissance p, où p est ici supposé un entier naturel, a priori quelconque, et a0, etc. ap sont des nombres qui sont a priori dans K. Donc là, je considère l'ensemble des fonctions polynomiales associées à un polynôme. Notez que là, le degré n'est pas fixé, puisque P peut désigner n'importe quel entier naturel. Donc dans K de X, j'ai des fonctions polynomiales qui ont n'importe quel degré a priori. Donc on voit bien qu'on a un lien direct entre K de X avec un petit x ou K de grand X. Cet espace vectoriel est de dimension infinie, pour les mêmes raisons qui font que K de X est de dimension finie. Seulement, si vous prenez K est égal à R, vous récupérez les fonctions polynomiales à coefficient réel. Or, cet ensemble, il est évidemment inclus dans l'ensemble des fonctions continues définies sur n'importe quel intervalle i à valeur dans R. C'est aussi inclus dans l'ensemble, tout simplement, des fonctions qui sont définies sur i à valeur dans R. C'est aussi inclus dans l'ensemble des fonctions de classe Cn définies sur i à valeur dans R. C'est aussi inclus dans l'ensemble des fonctions de classe C infini définies sur i à valeur dans R. C'est aussi inclus dans l'ensemble des fonctions n fois dérivables sur i à valeur dans R. Moralité. Comme lui, vous ne pouvez pas l'engendrer par un nombre fini de fonctions, ceux-ci, vous ne pouvez pas non plus les engendrer par un nombre fini de fonctions. Ce qui veut donc dire que tous ces espaces vectoriels-là, ils sont eux aussi de dimension infinie. Puisque si vous contenez un espace vectoriel de dimension infinie, eh ben vous ne pouvez pas être de dimension finie, puisque si vous étiez capable d'écrire tous ces termes-là avec un nombre fini de vecteurs, ça serait aussi le cas pour les polynômes. Donc là, on voit que les espaces de fonctions qu'on a définis dans le cours, les fonctions tout court, les fonctions continues, les fonctions qui ont une classe donnée, les fonctions qui ont une dérivabilité donnée, eh bien ce sont des espaces vectoriels de dimension infinie. Un autre exercice d'application fort classique, où on va considérer oméga, l'ensemble des suites qui vérifient une relation de récurrence d'ordre 2, et on nous demande de voir si oméga est un espace vectoriel de dimension finie ou non, et de justifier notre réponse. Alors, déjà, pour être un espace vectoriel de dimension finie, il faut être un espace vectoriel, donc il faudrait déjà voir si oméga est un espace vectoriel. Mais comme être de dimension finie, c'est posséder une famille génératrice finie, on peut peut-être faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire de montrer que oméga est un espace vectoriel engendré, et une fois qu'on aura un espace vectoriel engendré, on saura si on est de dimension finie ou de dimension infinie. Donc on va se donner une suite de oméga, c'est-à-dire on va essayer d'écrire oméga en description et plus en compréhension. Donc on se donne une suite un qui appartient à oméga. Donc là, si on est hyper descriptif dans sa façon de réfléchir, vous voyez que cet ensemble-là, c'est un ensemble qui est donné en compréhension, c'est-à-dire par une propriété vérifiée par ces éléments. Passer à l'écriture, je vais dire ça en espace vectoriel engendré, c'est écrire cet ensemble en description, c'est-à-dire être capable de décrire comment s'écrivent les suites qui sont dans oméga. Or, donc si on prend une suite de oméga, on sait qu'elle vérifie cette relation de récurrence linéaire. Or, on a vu que pour déterminer le terme général des suites qui vérifient cette relation de récurrence linéaire, on associait à cette équation un polynôme, ou polynôme qu'on appelle polynôme caractéristique, ou équation caractéristique, et les solutions de ce polynôme nous donnaient des informations sur la façon d'écrire les suites. Alors en l'occurrence, il fallait le factoriser. Alors soit vous utilisez une factorisation standard avec le discriminant, soit vous vous apercevez quand même que c'est une identité remarquable. Donc l'équation caractéristique possède une seule racine, moins 2. Dans ce cas-là, on avait vu qu'il existe des scalaires alpha, bêta appartenant à C, c'est-à-dire l'ensemble où se trouvent les coefficients de ma suite,
tel que, pour tout n appartenant à n, je vous demande d'être particulièrement sérieux sur l'utilisation des quantificateurs et sur leur timing. C'est-à-dire là, alpha et bêta ne dépendent pas de n, donc il est très important d'écrire les quantificateurs dans cet ordre-là. Alors là, regardez, on n'est pas très loin d'une famille génératrice, puisque pour obtenir une famille génératrice, il faut mettre en avant les paramètres sur lesquels ne pèse pas de contrainte. Ici, les deux paramètres qui interviennent, c'est le paramètre alpha et le paramètre bêta, sur lesquels vous êtes d'accord, il n'y a strictement aucune contrainte. On regarde maintenant les suites qui leur sont accrochées. Au paramètre alpha, la suite qui lui est accrochée, c'est la suite n multipliée par moins 2 à la puissance n. Et pour le paramètre bêta, c'est la suite moins 2 à la puissance n. Ce qui veut donc dire que la suite un qu'on a prise au départ, on a démontré quoi? On a démontré qu'elle s'écrivait comme combinaison linéaire de deux suites particulières, la suite n multipliée par moins 2 puissance n, et la suite moins 2 à la puissance n. Donc là, il faut que je mette des parenthèses puisque je fais des opérations sur les suites. Et on a démontré que un s'écrivait comme combinaison linéaire de ces deux suites, alpha la première suite, plus bêta fois la deuxième suite. On vient donc bien de démontrer que oméga, c'est donc l'espace vectoriel engendré par la première suite, c'est n multiplié par moins 2 à la puissance n. Donc vous avez vu, j'ai mis des parenthèses. Là, on parle de suite. Oméga est un sous-ensemble de Cn. Et la deuxième suite, c'est la suite géométrique de raison moins 2. Voilà l'espace vectoriel engendré. Donc là, on fait d'une pierre deux coups. Pourquoi? Parce que déjà, oméga est un C espace vectoriel, puisqu'il s'écrit à l'aide d'une famille génératrice finie. Et oméga est bien de dimension finie, puisque on a récupéré une famille génératrice qui comporte deux vecteurs, donc une famille génératrice finie. Et donc, en revenant à la définition, on vient bien de démontrer que oméga est un espace vectoriel de dimension finie. On commence à voir se dessiner ce qu'il faut faire pour démontrer qu'un espace est de dimension finie. Eh bien, il va falloir l'écrire comme espace vectoriel engendré, pour voir s'il est engendré par un nombre fini de vecteurs, et passer d'une notation en compréhension à une notation en description. Et là, on vient d'écrire notre ensemble en description. On est capable de décrire les éléments de oméga, puisque les éléments de oméga, on a montré que c'était des combinaisons linéaires de ces deux suites fixées. Donc ça, il faut bien avoir en tête l'idée qui est derrière ces exercices, c'est écrire en description un ensemble qui, a priori, n'est pas écrit en description au départ.